Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour chers amis. Donc le CIRP participe depuis quelques années, je dirais plus, je ne sais plus combien, mais en tout cas ça fait quelques années que nous soutenons ce prix, une bonne décennie. Voilà, alors c'est ça. Francis Blanchard a FOIT au CIRP, dont j'ai l'honneur de participer, auquel j'ai l'honneur de participer. Je suis moi-même membre du jury, donc c'est une distinction que je trouve très intéressante et que je remercie de pouvoir lire toutes ces thèses. Et donc, cette année, nous avons le plaisir d'attribuer le prix 2022. Alors, il y a trois candidates absolument, qui ont été récipiendaires, qui ont été adoptés avec un prix spécial, avec un prix et deux mentions spéciales. Donc, le prix à Madame Sylvie Dumanoir pour sa thèse L'effectivité des normes de l'OIT, et nous avons deux mentions spéciales attribuées à deux lauréates. Madame Adeline Blasiewicz-Maison pour sa thèse Le socialisme au travail, Albert Thomas, 1878-1932. Et enfin, Madame Kensia Diadjudinova pour sa thèse L'atteinte aux droits syndicaux dans les BRICS, étude à la lumière des décisions du Comité de liberté syndicale de l'OIT. Voilà, Monsieur le Président, les trois candidates et candidates que nous avons sélectionnées et retenues. Merci, monsieur. Je salue la présence de Cyril Combe, qui est le directeur du bureau parisien, du BIT Bureau Paris. Donc, je le remercie de sa présence. Ça honore notre association et surtout, ça conforte l'idée que nous travaillons évidemment pour les valeurs de l'OIT. Merci, Cyril, pour cette présence. Trois candidats, donc les prix ont été décernés. Je souhaiterais, si mesdames, vous êtes d'accord, que vous présentiez en 10 minutes votre travail et nous procéderons ensuite à la remise des prix. Madame Dumanoir, je vous laisse la parole. Donc vous appuyez, je crois, sur le... Voilà. Je pense que c'est bon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'abord un énorme merci de m'accueillir parmi vous ce matin et aussi et surtout de m'avoir honoré de ce prix. Alors du coup, pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, je vais essayer d'être brève. Du coup, j'ai soutenu ma thèse en décembre 2021. Donc à l'issue de quelques années de travail sur les normes de l'OIT et plus spécifiquement sur l'effectivité des normes de l'OIT et encore plus spécifiquement en partant d'une thématique particulière qui est le travail des enfants. Et j'ai voulu m'intéresser à l'effectivité de cette lutte contre le travail des enfants tel que l'OIT l'amène. Au moment où j'ai commencé mon travail de recherche, le travail des enfants avait diminué dans le monde de manière assez spectaculaire. Bon, depuis, il est reparti à la hausse et de toute façon, c'est une thèse en droit, donc je ne m'attache pas tant que ça à l'efficacité et à l'effectivité. On pourra revenir là-dessus. Mais ce sont des éléments qui m'ont interpellée et étant formée en droit international public à la base, j'ai toujours été tiraillée par la question de l'utilité de cette matière et comment elle pouvait atteindre des problématiques concrètes et faire avancer des choses dans différents contextes. Alors, ma thèse m'a menée à plusieurs résultats qui ne sont pas dénués de paradoxes, mais bon, c'est ainsi. J'aurais aimé pouvoir faire un travail plus large, mais je pense que ça aurait été un travail d'une équipe de chercheurs et de chercheuses où on s'intéressait à l'efficacité. Donc, pour se résumer à l'effectivité, je tiens à préciser d'abord que ça veut dire que les normes élaborées à l'OIT sont bel et bien transformées en lois et en règlements dans les différents États et pourquoi pas aussi appliquées devant les tribunaux et constatées dans le cadre de l'inspection du travail, par exemple. L'effectivité en droit, dans le cadre de ma thèse, je me suis arrêtée à cet effet-là. Le fait qu'en chiffres, le travail des enfants ait diminué, en droit, on va plutôt parler d'efficacité et on m'en aurait voulu, dans le cadre d'une thèse en droit, de partir là-dessus. Alors, ce que j'ai pu constater,
c'est que d'abord, l'intégration des normes de l'OIT, des normes conventionnelles, donc on parle ici de la Convention 138 sur l'âge légal, l'âge minimum, et on parle de la Convention 182 sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants, est plus que largement intégrée dans les ordres juridiques nationaux. Ce sont des normes qui ont été largement reprises par les ordres juridiques nationaux, et les blocages résiduels que nous avons, c'est quand même des situations très particulières d'États qui sortent de situations de guerre ou qui sont en guerre, comme l'Irak ou l'Éthiopie, où on peut comprendre qu'il y ait différents obstacles. Ou alors, ça va être des États qui se dotent de leurs propres mécanismes ou qui ont des problématiques et des outils propres, comme l'Inde, par exemple. Dès lors, et c'est une approche que l'OIT a adoptée aussi, la promotion des normes, donc là, à travers la déclaration de 98, qui élève l'abolition effective du travail des enfants au rang de principe fondamental, a tout à fait son rôle à jouer, puisque elle permet des innovations juridiques intéressantes. D'abord, la déclaration en elle-même est un instrument juridique innovant, et elle a permis d'autres innovations, comme l'intégration de principes fondamentaux dans les accords cadres des entreprises et d'autres mécanismes de contrôle comme l'inspection privée et autres. En gros, la promotion de ce droit, notamment à travers la déclaration de 98, mais aussi d'autres instruments, donne la place à des innovations juridiques importantes. Au rang de celle-ci, on peut penser en France à la loi Sapin sur le devoir de vigilance. Je ne dis pas que c'est la déclaration qui le permet, mais les textes de droit privé qui sont adoptés et qui visent la déclaration peuvent finalement avoir une utilité à travers des lois comme celle-ci. Autre innovation juridique, le fonds d'indemnisation suite au Rana Plaza, qui permet d'attaquer le problème des entreprises multinationales par un autre biais, dirons-nous. Donc, à ces deux problématiques de première partie, j'ai pu conclure deux choses, mais avec du recul. Ce n'est pas ce qui apparaît tout de suite dans ma thèse. Tout d'abord, un élément qui interroge, c'est qu'il y a une forme de concurrence normative avec la Convention de New York, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Quand on s'intéresse de près à la question, on voit qu'il y a finalement une forme de concurrence là où on pouvait s'attendre à une forme de complémentarité, puisque la Convention de New York est très vague par rapport aux instruments de l'OIT. Elle indique simplement que l'exploitation des enfants est interdite. Elle ne va pas vraiment plus loin dans le détail. Et un autre élément de solution qui est aussi un outil à la disposition de l'OIT, qui est la protection sociale. Et effectivement, j'ai vu il y a peut-être 1 ou 2 mois que le travail des enfants et la protection sociale étaient des axes qui étaient renouvelés dans les centres, dans la communication en tout cas de l'OIT. En seconde partie, je me suis intéressée aux moyens d'application de ces normes de l'OIT. Et du coup, j'ai parcouru les jurisprudences de différents États pour voir si les conventions de l'OIT étaient appliquées. J'ai aussi parcouru des rapports d'inspection du travail pour voir comment ça se passait. Et pour être brève, les conclusions seraient les suivantes. Le juge est un acteur qui peut susciter beaucoup d'espoir, mais finalement est peut-être un peu déconnecté, puisque par définition, le travail des enfants se joue dans le secteur informel. Il est par définition caché. Et finalement, devant le juge, on va beaucoup plus retrouver la Convention de New York que les instruments de l'OIT. D'ailleurs, même en France, l'application des conventions de l'OIT est très timide et j'espère pouvoir agir contre ça en tant qu'avocate dans les années à venir. Et ensuite, en termes d'inspection du travail, l'exemple intéressant que j'ai pu trouver, mais il y avait une forte volonté politique, ça va être le Brésil, qui avait mis des moyens importants à la fois dans l'inspection, la pédagogie, mais aussi la police qui intervenait là où on savait qu'il pouvait y avoir des ateliers clandestins de travail, etc. Pour finir mon travail, je me suis intéressée aux conditions d'une meilleure effectivité, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui manque encore pour que les conventions de l'OIT puissent vraiment atteindre une pleine effectivité. Alors là, je ne vais apprendre à personne que le monde actuel est plus préoccupé par l'économie que par les aspects sociaux ou environnementaux, et que c'est un des aspects qui fait défaut, la poursuite d'un réel développement durable. Et je n'ai pas
trop d'idées sur l'état d'esprit actuel à l'OIT, mais il me semble que nécessairement poursuivre les acteurs économiques, que ce soit les entreprises multinationales ou les États en difficulté économique, pour un peu forcer l'application pourrait être vain, alors que des éléments qui sont à la main de l'OIT, comme le travail décent, ou encore le travail sur une transition de l'économie informelle vers l'économie formelle et la protection sociale, m'ont semblé finalement des pistes d'amélioration de l'effectivité qui étaient à poursuivre. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition. La parole circule. Très bien. Merci beaucoup, madame. Donc, la règle, vous l'avez compris, c'est en 10 minutes. Merci Alors, beaucoup. merci. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, bien sûr, je vous remercie pour cette invitation et je vous remercie aussi également pour donc m'honorer de ce prix spécial donc de l'Association française de l'OIT et de l'OSIRP. Alors, j'en profite également pour remercier ma directrice de thèse, Isabelle Lespine-Moret, qui me fait l'honneur et l'amitié d'être présente à mes côtés aujourd'hui, après un accompagnement pendant ces 5 années de thèse. Merci, Accompagnement madame. qui Merci, continue. madame. Merci. Je vais vous présenter aussi donc, rapidement ce travail de thèse que j'ai soutenu en 2021 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, en fait, dans cette thèse, j'ai choisi de mener la biographie complète de la vie de Thomas et donc je me centre pas seulement sur l'action de Thomas à l'OIT. Bien sûr, Albert Thomas est évidemment loin d'être un inconnu pour qui s'intéresse à l'histoire de l'OIT, puisqu'il en a été le premier directeur de 1919 à 1932, mais je vais ici préciser ma démarche qui fait peut-être un pas de côté par rapport à l'historiographie qui a été écrite, qui a été écrite en partant du point de vue de l'OIT depuis, on va dire, une trentaine ou une quarantaine d'années. Puisqu'en réalité, je me suis intéressée au parcours d'Albert Thomas en venant d'abord de l'histoire du socialisme français et du socialisme international. Donc, je me suis d'abord intéressée à sa carrière avant l'OIT, avant Genève, dans mon mémoire et puis d'abord dans mes mémoires, puis dans le début de ma thèse. Et en fait, ce qui m'avait frappé, c'était que cette historiographie du socialisme puis du communisme avait bien évidemment occulté cette personnalité, car elle était associée à une légende noire qui s'était construite autour notamment de sa participation à l'Union sacrée en tant que ministre, et c'est évidemment symbolique et fort, de l'armement pendant la Première Guerre mondiale. Et donc en fait, c'est par cette légende noire, celle qui a été véhiculée, celle du social traître, pour reprendre les termes qui lui étaient attribués, que j'ai découvert Albert Thomas. Alors attention, mon entreprise n'a pas consisté à démonter ces discours pièce à pièce pour entreprendre une thèse qui soit purement hagiographique. Au contraire, j'ai intégré dans ma thèse j'ai essayé d'intégrer, parce que les sources sont très nombreuses, voire infinies, les discours qui permettaient de saisir les différentes réceptions de son action politique. Et donc, en plus des archives personnelles de Thomas, donc qui se trouvent dans 2 fonds principaux, donc aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, et bien sûr aux archives de l'OIT à Genève, donc fonds assez impressionnants, immenses, qui comportent notamment donc les archives du cabinet Thomas. J'ai aussi intégré les archives de la presse de différents bords, qui permettait justement d'aborder aussi les points de vue contradictoires sur sa politique, et aussi d'autres archives qui permettaient d'englober le reste de son action, par exemple les archives municipales de Champigny-sur-Marne, qui permettaient aussi de voir son action comme maire d'une commune de banlieue. Et en fait, ces premières expériences politiques sont importantes aussi à restituer pour comprendre l'action qui a été celle de Thomas à l'OIT, parce qu'en fait, ces expériences passées irriguent évidemment la manière dont il conçoit sa propre action à l'échelle internationale. J'en profite pour remercier d'ailleurs les archivistes de Genève, Raymond Becci et Jacques Rodriguez, pour leurs conseils avisés. Enfin, pour toute personne qui travaille sur l'histoire de l'OIT, ils sont des personnes ressources très précieuses qui nous aiguillent vraiment dans les fonds. Alors, pour restituer aussi donc l'objectif de cette thèse, bon déjà l'objectif était aussi de combler une relative lacune historiographique, dans le sens où la dernière biographie complète en date de Thomas, elle date de 1959.
par un historien néerlandais, donc Bertus Willem Schapper, traduite en français l'année suivante. Et donc, il n'y avait pas de biographie complète de Thomas. Et il me semblait qu'il y avait une actualité, à la fois, bien sûr, le centenaire de l'OIT qui arrivait, mais aussi une actualité, quand j'ai fait ma thèse, qui était importante, qui était l'actualité du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui a permis aussi de donner un éclairage nouveau sur son action politique, enfin, sur la mobilisation sociale en guerre. Et donc, je me suis vraiment aussi inspirée, nourrie de ces travaux qui ont émergé, en fait, dans ces dernières années. Et donc, en fait, justement, à rebours de cette légende noire, j'ai cherché à porter un nouveau regard sur l'action d'abord du ministre, enfin sur le Thomas ministre de l'Armement, puisque en fait, en charge de la question des main-d'œuvre et du travail dans les usines de guerre, il a été à l'origine d'une politique sociale d'une certaine manière, et en fait, sa politique constitue un laboratoire du réformisme social et qui est un prémisse en fait à l'action réformiste, que l'action réformiste est tripartite de l'OIT dans l'après-guerre. Donc je me suis penchée sur assez longuement dans la deuxième partie de ma thèse sur cette expérience-là. Par ailleurs, le parcours de Thomas dans ma thèse a été aussi un formidable aiguillon pour analyser le rapport complexe des socialistes et des citoyens de manière générale entre le patriotisme républicain et l'internationalisme socialiste. Et donc je me suis penchée aussi sur ses activités internationales pendant la guerre, puisque Thomas est par exemple envoyé spécial, ambassadeur extraordinaire en Russie entre les deux révolutions, entre février 1917 et octobre 1917. Et puis après la révolution bolchevique d'octobre, il cherche, malgré un anti-bolchevisme assez fort, il cherche à développer une sorte de diplomatie de la présence en Russie, en agissant notamment auprès du gouvernement Clémenceau pour envoyer une nouvelle mission des socialistes en Russie. Ce qui échoue, mais ce qui est assez intéressant, puisqu'en fait, ces prémices de cette diplomatie de la présence irriguent, à mon sens aussi, cette diplomatie du travail qu'il déploie dans les années 1920, lorsqu'il est à la tête de l'OIT. Et j'ai aussi, bien sûr, là c'est la troisième partie de ma thèse qui est vraiment beaucoup plus consacrée à son action à Genève. Alors, j'ai pas la prétention dans ma thèse de restituer l'intégralité de l'action de Thomas à l'OIT, déjà parce qu'il y a une historiographie très riche, très dynamique sur cette question-là. Mais donc, j'ai suivi en fait les pistes qui étaient celles que j'avais posées justement en m'intéressant à ses activités précédentes. Et donc, j'ai par exemple en particulier étudié les relations qui existent encore entre l'OIT et la France par le réseau notamment socialiste et politique français que Thomas continue à nouer, qui gravite encore autour de l'OIT et du BIT dans les années 1920 jusqu'à son décès en 1932. Et donc j'ai essayé de battre en brèche une idée qui est couramment répandue, qui serait que Thomas est complètement marginalisé de la vie politique française dans les années 1920. En réalité, certes, il n'exerce plus de mandat politique, mais par le bureau de Paris de l'OIT, qui à l'époque est dirigé par Mario Roch. En réalité, le bureau de Paris est véritablement ses yeux et ses oreilles sur la vie politique française, et il continue via ses réunions à Paris à nouer des liens très forts avec des responsables politiques français. Il essaye d'en faire le moyen pour justement faire avancer notamment la question des ratifications. À l'époque, c'est plus que sur l'effectivité des normes, on réfléchit plutôt à déjà la ratification, puisque c'est les toutes premières années d'existence de l'organisation. Donc, je vais essayer de faire plus bref. Je vais juste un mot de conclusion. Donc, je vois aussi dans cette remise de prix un hommage qui est adressé non pas seulement à mon travail, bien sûr, mais au premier directeur du BIT. Et je me permets de rappeler que Francis Blanchard, qui était alors directeur général de l'OIT, avait lui-même rendu hommage à Thomas à l'occasion du centenaire de sa naissance. Donc, en 1978, c'est Francis Blanchard lui-même qui est à l'origine de la publication notamment d'une brochure intitulée Albert Thomas 1878-1978, titre sobre, et qui comprend donc des témoignages des collaborateurs de Thomas, des textes de sa plume, donc qui constitue aussi une archive pour les historiens aujourd'hui. Et dans son ouvrage publié en 2004, intitulé L'Organisation internationale du travail de la guerre froide à un nouvel ordre mondial, Francis Blanchard rappelle que son père avait travaillé au ministère de l'Armement aux côtés de Thomas, et voit donc dans cet auguste présage, auguste lignée, je le cite, un signe du destin pour sa propre élection comme directeur général en 1974. Alors, je ne sais pas si la boucle est bouclée, mais en tout cas, je vous remercie donc à nouveau très chaleureusement.
Merci. La parole circule. Bernard? Oui, j'aimerais vous poser une question, savoir si les travaux que vous avez effectués pour votre thèse ont permis d'éclaircir les circonstances de la nomination d'Albert Thomas comme premier directeur du BIT. Parce qu'après tout, la probabilité n'était pas si grande qu'il soit nommé, hein. Il n'a jamais été ministre du Travail. Bon, c'était un socialiste réformiste qui peut-être était dans la lignée de ce que pouvait devenir l'Organisation internationale du travail, mais quelles ont été les circonstances? Qu'est-ce qui a été déterminant dans son élection? Alors, il y a eu une action, je dirais un lobbying très actif des travailleurs français et du patronat français, qui voit en Thomas l'homme de la situation, pour des raisons diamétralement opposées pour chacun de ces deux camps, on va dire. Mais par exemple, en fait, et c'est là qu'en fait son action pendant la guerre explique aussi en partie cela, parce que au ministère de l'Armement, il a été en fait à la convergence des discussions entre les forces syndicales, mais aussi le patronat français qui a été fortement mis à contribution pour la production de l'armement. Et donc en réalité, il a noué des réseaux très forts. Alors, les réseaux syndicaux, il les avait déjà avant la guerre, il les poursuit pendant la guerre, mais là, il noue des réseaux très forts avec le patronat français. Et en fait, c'est cette convergence, c'est un soutien de ces deux parts en fait qui explique donc en partie cette élection. Il y avait aussi le fait que une action de la France pour, bien sûr, que la direction de l'OIT ne revienne pas à un Britannique. Et donc, en fait, cette convergence de ces différents facteurs explique, j'allais dire convergence des luttes, mais en tout cas, convergence de différents facteurs explique la nomination de Thomas, qui effectivement est une surprise, surtout qu'il n'a pas participé à la commission qui met en place, de discussion au moment du traité de Versailles, qui met en place l'OIT. Donc, c'est effectivement une surprise. Par contre, quand il apprend la nouvelle, il surjoue la surprise, parce qu'en réalité, il sait quand même qu'il y a des réseaux qui travaillent justement, je vais pas dire en sous-main, mais qui travaillent à cette nomination. Voilà. Élection plutôt. La troisième candidate est une candidate en distanciel, si je peux m'exprimer ainsi. C'est Madame Diadunova. Et Madame, est-ce que vous nous entendez? Oui, bien sûr. Vous voulez bien prendre la parole? Donc, vous avez compris la règle du jeu. Est-ce que vous pouvez exposer votre travail en 10-12 minutes? Oui, oui. Beaucoup, Madame. Donc, bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Ksenia Dadunova. Je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui à la remise du prix Francis Blanchard. Je vous remercie vivement de cette possibilité et de votre intérêt à ma recherche. Je voudrais aussi remercier mes deux directeurs de recherche, c'est M. Alexis Bougadet, il est là aujourd'hui, je vous vois, qui vient de la France, et M. Estavo Mallet, qui vient du Brésil, pour leur conseil et à la fois dans notre succès. Donc, ma thèse porte sur l'atteinte aux droits syndicaux dans les BRICS. C'est une étude à la lumière des décisions du Comité de la liberté syndicale de l'OIT. Donc, malheureusement, il y avait peu d'études scientifiques sur l'activité du Comité de la liberté syndicale. Ce que j'ai lu concernait plutôt des sources émanant de l'OIT sur le mode de fonctionnement du CLS, concernant les principes généraux dans le domaine. Et ce constat de départ a constitué une limitation pour moi, mais en même temps, cette situation m'a poussé vers une analyse plus approfondie de chaque cas traité par le CLS, y compris parfois dans leur suivi dans les sources nationales, à savoir les décisions internes de justice, les communications des syndicats, les analyses des ONG, par exemple. Ces sources éclaircissent l'état des choses dans chacun des pays BRICS, leurs particularités socio-économiques, politiques et juridiques. Mon but a été d'identifier et d'analyser un nombre significatif de décisions CLS pour le groupe de pays concernés
réunis sur la bannière dite BRICS, mais qui sont en réalité très différents les uns des autres, afin de voir et d'apprécier si les recommandations sans forme contraignante du CLS pouvaient engendrer des résultats dans ces cinq pays. Il faut ici rappeler que le monde moderne nous propose des nouveaux défis dans le domaine de régulation internationale et du droit social. Les événements des dernières décennies nous montrent que l'approche des sanctions au niveau international ne mène pas toujours vers l'élimination des problèmes identifiés, aussi graves soient-ils, ce qui nous mène vers la recherche de nouvelles formes d'influence et de résolution des conflits par les acteurs multiples de la communauté internationale. En ce qui concerne le groupe des BRICS, il constitue une forme de réponse géopolitique et économique au changement objectif au niveau mondial des pays en transition, d'où la recherche de nouvelles alliances, coopérations ou cercles de discussion. On peut y voir aussi une alternative à l'ordre mondial établi afin de constituer une réponse aux déséquilibres mondiaux contemporains. Sur le plan strictement social, il est clair que ceux-ci ne sont pas encore au stade d'atteindre les buts stratégiques de l'OIT à eux seuls. Mais les sujets économiques et sociaux sont aussi discutés dans ce cercle qui est constitué de 5 grandes économies. Le cadre BRICS, il est très original. Il permet une coopération sans pression, sans affecter les différences constitutionnelles qui restent très marquées. Et dans ce travail de coopération, il y a une part de soft power qui est à l'œuvre dans le repositionnement des rapports d'influence mondiaux. Les sommets du BRICS ont d'abord concerné les questions plutôt économiques et financières, mais progressivement, la coopération a aussi atteint le domaine social, ce qui est plutôt récent au moyen des forums spéciaux, impliquant aussi les syndicats aux côtés des ministres du Travail concernés, ce qu'on appelle les réunions du forum syndical. Donc, la Confédération internationale syndicale ainsi que l'OIT, ils sont d'ailleurs conviés. Ce forum est décrit comme un instrument du dialogue aussi avec les centrales syndicales en suivant le principe du respect mutuel, de la non-confrontation et de la non-ingérence entre ces pays partenaires. Dans le cadre de mon travail, j'ai voulu analyser les processus de communication du CLS avec des pays concernés et les résultats de ce dialogue en droit et en fait, dès lors que de nombreuses atteintes aux droits syndicaux sont constatées et traitées. Donc, j'ai choisi de faire les 3 parties pour toucher les 3 grands domaines de la liberté syndicale, la protection de la personne, protection de la négociation collective, la protection de la constitution et des actions du syndicat. Donc, la recherche est basée sur une centaine des cas du CLS. Ce décompte a été réalisé sur la base d'une analyse quantitative et qualitative des décisions CLS concernant les pays membres du groupe de BRICS. Il montre cependant que l'influence du CLS est loin d'être négligeable si l'on tient compte du nombre de cas où les recommandations du comité ont été suivies par des changements de la part des gouvernements et les employeurs concernés. Les réactions positives s'avèrent également appréciables s'agissant des cas qui, sans avoir été influents sur l'état de la législation interne, ont néanmoins suscité les réactions positives. Cette analyse par domaine révèle la part de protection effective et l'aide à la résolution qui peut offrir le CLS selon la nature des litiges qui lui ont été présentés. Bien sûr, le suivi de recommandations repose sur la bonne volonté des gouvernements nationaux. Donc, à mon avis, l'approche nuancée et non frontale de la part du CLS s'avère pragmatique et convenable au regard du but recherché. Il s'éloigne des procédures juridictionnelles classiques et se positionne dans une perspective de droit international public. Le CLS adopte alors une position du conseiller plutôt que le sanctionnateur, ce qui répond bien à la nature de BRICS.
Mais dans les conditions réelles, il existe pour l'instant un obstacle majeur qui réduit l'efficacité de la procédure du CLS, c'est relatif à la motivation politique des sujets du droit international et en général la volonté politique du pays concerné. Donc, il semble que le CLS est un levier d'action et de sensibilisation de la communauté internationale plutôt. Mon analyse a permis de mettre en évidence qu'il y avait des domaines où le mécanisme de contrôle pouvait s'avérer efficace, y compris dans les domaines de l'atteinte à la vie et la sécurité des syndicalistes, parce que certaines personnes ont en effet été libérées à la suite des plaintes à la communauté. Donc, les recommandations de l'OIT, les décisions du CLS ont été très, très efficaces dans ces cas-là. Donc, je pense que une bonne source d'amélioration de la situation dans les pays BRICS pourrait peut-être venir l'action des ONG aussi, qui ont une expertise dans le domaine de la liberté syndicale. Pour l'instant, ils jouent un rôle plutôt consultatif lors de la préparation d'une plainte par les représentants du syndicat, mais le rôle dans la promotion des droits sociaux dans les pays BRICS peut être élargi, notamment par leur participation dans les forums syndicaux pour influencer les gouvernements à veiller les droits syndicaux. Il y a donc une utilité à encourager le dialogue multilatéral et multidimensionnel, spécialement dans le domaine social, en accompagnant progressivement l'attitude des pays concernés pour plus de respect envers les droits syndicaux. Donc le rôle du CLS et de l'OIT ne peut être exclusif, mais à cette échelle, il est certain. Donc j'espère que mon analyse offrira une base scientifique aux futurs chercheurs qui s'intéresseront aux droits sociaux et syndicaux dans le pays en développement et dans la perspective du droit OIT notamment. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, madame. Bravo. Merci beaucoup. Vous comprenez la difficulté que le jury a eu, évidemment, à se prononcer sur les prix. Personnellement, j'ai été extrêmement impressionné par le travail fourni. J'ai laissé les spécialistes de l'OIT et des conventions et du droit du travail donner leur avis un peu plus éclairé que le mien. En tous les cas, personnellement, j'ai trouvé le travail présenté remarquable. Et je voulais vous remercier, mesdames. Je remercie évidemment les directrices de recherche parce qu'elles sont forcément à l'initiative des résultats. Et donc, merci beaucoup. Merci, madame, à distance, à de nombreux kilomètres, d'avoir présenté ce travail. Merci, mesdames, d'être aujourd'hui avec nous physiquement pour présenter vos différents travaux. Vient le temps où maintenant on remet à travers un bout de papier quelque chose qui est plus qu'un symbole. C'est un prix. Et donc, si vous êtes d'accord, Cyril Combe, le directeur du BIT Paris, Jean-Manuel Cupiec, qui représente l'OCIRP, et moi-même, nous allons, avec une belle photo, vous remettre ce document. Voilà, merci beaucoup.